Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Un premier tour de la présidentielle en Ouganda, marqué par de nombreux retards, des réseaux sociaux bloqués et l'opposant historique brièvement interpellé. Mais le calme est finalement revenu dans la capitale, Kampala. La sentence est tombée au tribunal militaire d'Abidjan. C'est la perpétuité pour 3 pro-Gbagbo, Seka Seka, Dogbo Blé et Daleba Seri, reconnus coupables de l'assassinat de l'ancien président Robert Gay en 2002. 6 autres prévenus ont été condamnés à 10 ans de prison. La défense va faire appel. Retour à Addis Abeba pour l'ancienne top modèle éthiopienne Anna Getane. Loin des podiums de Paris ou de New York, elle a créé sa propre marque African Mosaic, 100% made in Africa. Elle encourage la création africaine en organisant de nombreux défilés sur le continent. C'est donc une journée de vote qui a démarré de manière un peu chaotique à Kampala avec un retard inadmissible selon les observateurs dans de nombreux bureaux de vote. Une présidentielle sous tension. L'un des candidats, Kizza Besigye, l'opposant historique de Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans, a une nouvelle fois été brièvement arrêté par la police. Mais le calme domine tout de même en fin de journée. Reportage de nos envoyés spéciaux Duncan Woodside, Thijs Broek avec Laurent Berstecher. 7 h du matin, les habitants de Kampala sont debout et prêts à aller voter. La plupart d'entre eux attendent patiemment leur tour. Parmi eux, Eric, qui dit soutenir Museveni car le président a investi dans les hôpitaux et la sécurité. Cela lui aurait sauvé la vie après un accident de train. Je n'ai pas vu ce train, mais je l'ai entendu. Il m'a cogné et avant que je ne m'en rende compte, j'étais à terre, inconscient. La police m'a transporté à l'hôpital et j'ai été très bien soigné. Mais après 30 ans au pouvoir, beaucoup pensent que pour le président, il est temps de partir. Peut-être que si c'est une élection juste, si le pouvoir change de main, ce serait une bonne chose. Oui, j'ai le sentiment que cette fois, il va y avoir du changement. Dans certains bureaux de vote, les urnes ne sont arrivées qu'en début d'après-midi. Les réseaux sociaux étaient souvent inaccessibles pour, selon les autorités, éviter la propagation de rumeurs. En milieu de journée, la tension s'est accentuée dans le sud de la capitale. Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des votants très remontés. Nous attendions depuis longtemps et les urnes et les officiels n'arrivaient toujours pas. Nous avons attendu jusqu'à 13 h et lorsqu'ils ont amené les urnes, elles étaient déjà ouvertes et pleines de bulletins en faveur de certains candidats. Alors, les gens se sont énervés. Malgré cet incident, tous les électeurs ont finalement pu aller voter. Les autorités ont repoussé l'horaire de fermeture de plusieurs bureaux de vote afin de permettre au plus grand nombre de choisir leur futur président. Au Niger, c'est ce dimanche que les électeurs sont appelés aux urnes. Dans un pays miné par la pauvreté et la crainte d'attaques djihadistes, le président sortant, qui a tenu son dernier grand meeting aujourd'hui, brigue un second mandat face à lui 3 autres candidats. Nicolas Germain est notre envoyé spécial à Niamey. Nous sommes en direct avec lui. Nicolas, on sait qu'il y a eu pas mal d'incidents entre militants de partis rivaux. Quelle est l'atmosphère qui domine à Niamey à 3 jours du vote ? Écoutez, il y a eu des mots très durs entre certains candidats, mais l'ambiance, en fait, dans les rues est assez festive. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'à la nuit tombée, vous avez les caravanes des différents candidats qui sillonnent les villes. Et ces caravanes, ce sont des bus, des voitures, des motos recouvertes d'autocollants de tel ou tel candidat. Il y a des concerts de klaxons, il y a des concerts de vous êtes là. C'est une joyeuse cacophonie. Parfois, la caravane de tel candidat croise la caravane de tel autre candidat, mais il n'y a pas eu d'incident majeur ici. Mais on sent quand même, malgré tout, qu'il y a de la tension, notamment après cette décision du Conseil d'État qui vient d'annoncer tout simplement que si quelqu'un n'a pas sa carte d'électeur, il peut se rendre à un bureau de vote avec 2 témoins qui attestent de son identité. Après cette décision du Conseil d'État, l'opposition, elle, a dénoncé un grand risque de fraude. Nicolas, le président le dit et le répète lors de tous ses meetings, il pense pouvoir l'emporter dès le premier tour, un coup KO. Est-ce que c'est le scénario vers lequel on se dirige ? Et c'est toute la question ici. Évidemment, lui, il martèle cela à chaque meeting. Il affirme qu'il a un bon bilan, qu'il a beaucoup développé les infrastructures. Mais pour beaucoup d'analystes politiques ici, en fait, c'est aussi un vœu pieux parce qu'il sait, Mahamadou Issoufou, que s'il ne passe pas au premier tour, ça sera très compliqué au second tour, tout simplement parce qu'il y a un pacte ici entre les leaders de l'opposition. Ils ont tous dit qu'ils allaient soutenir le leader de l'opposition qui arriverait en tête au second tour. Dans ce pacte, il y a Séni Oumarou qui était arrivé 2e en 2011. Il y a également Ama Amadou qui était arrivé 3e en 2011. On rappelle qu'Ama Amadou,
Il est actuellement en prison pour une affaire de trafic présumé de bébés, mais il a quand même le droit d'être candidat dans cette élection. D'ailleurs, le slogan de ses partisans, c'est « de la prison à la présidence comme Nelson Mandela ». On le voit ici, toute la question est de savoir s'il y aura un coup KO, comme le souhaite Mahamadou Issoufou, ou bien s'il y aura un coup dehors, comme le souhaitent les partisans de l'opposition. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nicolas Germain, en direct de Niamey. Manuel Valls, lui, est à Bamako. Le Premier ministre français a entamé ce soir une visite de 3 jours au Mali et au Burkina Faso, 2 pays frappés récemment par des attaques djihadistes et où sont présentes des forces françaises. Cette visite est bien sûr placée sous le signe de la sécurité. Mais lors de son discours à l'ambassade de France devant la communauté française, il a justifié la nouvelle loi votée en France sur la déchéance de nationalité qui concerne les binationaux. Écoutez. Protéger les Français d'abord. C'est la première priorité du président de la République, c'est la première priorité de mon gouvernement. En faisant également évoluer notre Constitution. Il s'agit d'y inscrire avec la plus grande force que quand on est français, quel que soit d'ailleurs son lieu de naissance, la couleur de sa peau, qu'on soit mononational ou binational, là n'est pas la question. Et quand on est français et que l'on s'en prend à la France, à ses compatriotes, de la manière la plus infâme, on déchire le contrat et on ne peut pas demeurer français. La justice ivoirienne a condamné à la perpétuité 3 militaires proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ils ont été reconnus coupables de l'assassinat en 2002 du général Robert Gueye, l'ancien chef de la junte. Anna Sylvestre-Renner et Arnaud Froger ont suivi l'audience au tribunal militaire d'Abidjan. La peine la plus lourde, la prison à perpétuité pour les 2 principaux accusés. Bruno Dogboblé, chef de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo, et Anselme Sekayapo, l'aide de camp de l'ancienne première dame, ont été reconnus coupables de l'assassinat de Robert Gueye. Mais comme s'ils s'y attendaient, c'est détendu. Dans un sourire même, que les 2 hommes accueillent le verdict. Leurs avocats, eux, s'indignent. Ils dénoncent un manque de preuves et un procès politique. Je suis complètement stupéfait. Je trouve que c'est vraiment dommage. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie de la crise. Nous sommes dans une justice des vainqueurs, et je l'assume, et c'est vrai en plus. Nous ne sommes pas dans une justice qui est là pour réconcilier les Ivoiriens. Plus de 13 ans après les assassinats du général Gueye, de sa femme et de son aide de camp Fabien Coulibaly, c'est au contraire le soulagement du côté des familles des victimes. Elle voit dans ce verdict la fin de l'impunité. Les enfants de l'ancien président n'ont pas voulu s'exprimer. C'est la sœur de Fabien Coulibaly qui prend la parole. On a des réponses, disons, en partie, mais on ne sait pas vraiment qui a fait quoi et comment. Et ça, c'est ce qu'on aurait voulu savoir. Mais on est soulagé et c'est une première, une grande première. Et ça veut dire que maintenant, là, plus aucun crime ne restera impuni en Côte d'Ivoire. C'est désormais un autre procès historique qui est attendu alors que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est en ce moment en train d'être jugé par la Cour pénale internationale à La Haye. Sa femme, Simone, va à nouveau être devant les tribunaux 1 an après sa condamnation à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle doit cette fois-ci comparaître pour crime contre l'humanité lors de la crise de 2010-2011. Le procès de l'ancienne première dame est attendu pour la mi-mars. C'est l'un des accidents de la route les plus meurtriers que le Ghana ait connu. Au moins 61 personnes ont trouvé la mort dans une collision entre un bus de passagers et un camion. L'accident s'est produit sur la route allant d'Accra à Tamale dans le nord du pays. Et puis nous vous en parlions hier, ce livre témoignage d'une ancienne petite amie de Samuel Eto'o, interdit de parution. L'affaire fait la une au Cameroun, dont sont issus les 2 protagonistes. Dans Revenge Porn, Nathalie Koa brosse un portrait peu flatteur de la star du ballon rond qu'elle accuse d'avoir mis sur Internet des photos d'elle dans des positions les plus intimes. Et dans les rues de Douala, vous allez l'entendre, les avis sont partagés. Je trouve que ce que Nathalie Koa a fait n'est pas bien, surtout que c'est un frère camerounais à elle. Et ce n'est pas pour de l'argent qu'elle doit faire du n'importe quoi. Lorsqu'un garçon dit qu'il ne veut pas de toi, accepte ainsi. Une relation est une relation. Je pense que c'est une relation vraiment privée. Une relation que nous ne devons pas nous mêler, puisque ça concerne Nathalie Eto'o. Ça les regrette. C'est un problème de mœurs. S'il a commis une pareille gaffe, il devait régler. Il devait essayer de s'entendre avec elle pour que ça s'arrête à ce niveau. Parce que un homme de sa trame ne devait pas poser des actes répréhensibles à ce niveau-là.
L'ancienne top modèle éthiopienne Anna Getane, qui a connu les podiums de Paris et de New York dans les années 90, est désormais chef d'entreprise à Addis Abeba. Elle tente d'inspirer d'autres créateurs du continent africain. Le récit de Ben Barnier. Elle vérifie chaque détail avant le défilé. L'ancienne top modèle éthiopienne Anna Getane a monté son studio de création pour encourager d'autres artistes africains à en faire de même. Nous soutenons d'autres créateurs. Nous les formons, nous suivons leur travail, mais en même temps, nous bâtissons notre propre marque. Il est très important pour nous d'utiliser des tissus fabriqués en Afrique et d'utiliser les talents africains, qu'il s'agisse de créateurs, de fabricants ou d'artisans. African Mosaic, la marque d'Anna Getane, ainsi que d'autres studios africains sont présents sur le podium. Pour beaucoup de ces créateurs, les opportunités de faire connaître leur travail sont rares. Il y a tant de talents en Afrique. En tant que créateur africain, je suis très fier de montrer au monde que l'Afrique est capable de bien plus que ce qu'on imagine. Nous sommes ici à Addis Abeba pour montrer au monde ce dont nous sommes capables. Ce défilé met également en scène des mannequins qui travaillent à Paris et à New York. L'Afrique a déjà donné au monde de grands top modèles. Les grandes griffes africaines sont déterminées, elles aussi, à imposer leur marque. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.